Dans les années 90, l'Amérique et le monde ont vu arriver une voiture d'un nouveau genre, tout droit sortie des enfers. Une bête indomptable qui donne des frissons rien qu'en montant dedans, l'héritière de la plus noble des lignées. Aujourd'hui, on va parler de la Dodge Viper et tous ces ingénieurs et fans d'automobiles piqués à la vitesse qui ont voulu infuser l'âme de l'Amérique dans une bête de course. Mais avant ça, on va remonter un peu le temps. Les années 50. L'Amérique sort victorieuse de la guerre et possède des thunes. Assez pour développer encore plus une industrie déjà bien implantée, je parle bien sûr de l'automobile. Ils avaient déjà la manie de mettre des V8 dans tout ce qui bouge, mais c'était que pour faire des grosses voitures pour rouler 12 heures sur l'autoroute. Et pour ce qui est de la scène des sportives, c'est à peu près aussi rempli que les plaines du Midwest. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe pesait dans le game, avec les marques italiennes notamment, mais les US étaient à la traîne. Mais ça, c'était avant qu'un certain pilote texan s'y mette sérieusement. Ce mec, c'est Carroll Shelby, un gars qui a fait beaucoup trop de choses dans sa vie pour qu'on parle de tout, mais je vais essayer de faire court. Il a été pilote lors de la guerre, proprio d'un élevage de poulets, mais était surtout pilote. Et ce mec avait un rêve, faire une voiture qui allait vite, très vite. La légende raconte qu'il a fait de la course seulement pour savoir comment une voiture marchait. Et au début des années 60, il arrête la course à cause de problèmes cardiaques et décide qu'il est temps de faire sa voiture. À défaut de savoir bricoler, il savait trouver des gens qui savaient le faire et leur donner des ordres. Pour concevoir plus facilement sa voiture, il a trouvé un moyen assez simple, faire appel à des gens qui savent faire. Pour le châssis, il est allé voir AC, une marque anglaise qui proposait des modèles de sa Ace. C'était une bonne voiture avec un bon châssis, mais le moteur... c'était trop européen au goût de Shelby. Pas assez... Et pour contrer ce problème, il alla s'adresser à Ford, chez qui il avait un contact, Lee Iacocca. Oui, je parle bien du mec responsable du banger qu'est la Mustang. Il allait aller voir Iacocca et lui a demandé 25K et des V8. Personne chez Ford croyait au projet de Shelby, sauf Iacocca, qui aimait bien les défis et les V8. Shelby avait maintenant les bons ingrédients pour faire un banger, et ça a pas manqué. Il sort son AC Cobra en 1962 et la voiture est un carton. 400 chevaux sous le pied droit, un bruit de V8 bien... et pas de toit, un comportement hasardeux. La voiture était terrifiante. On pouvait se cracher rien qu'en démarrant mal, et elle pouvait tuer même le plus expérimenté des pilotes. Mais c'est une voiture américaine pour les Américains. Et dès que c'est dangereux, tu sais comme moi que ces cons-là se sentent obligés d'essayer. Mais tu vas me dire, quel est le rapport entre l'AC Cobra et la Viper, à part le fait que c'est des serpents? Je suis venu regarder une vidéo sur la Viper, pas sur un Texan fou et son pote ancien chef hot dog, qui ont décidé de faire un cercueil roulant. Et ben déjà, si t'as cliqué, c'est que ça t'intéresse, alors abonne-toi pour plus de vidéos comme ça. Et ensuite, c'est tout simplement cette voiture qui a donné à l'Amérique le goût de la course. C'est la première qui a montré que l'Amérique en était capable de rivaliser avec les Européens en matière de sportive. Et elle a lancé une décennie pleine de vitesse, de V8 et de pétrole. Ford GT40 en 66, Mustang en 68, puis les muscle cars dans les années 70, les Dodge Challenger et Charger, Plymouth, la Corvette Stingray et j'en oublie énormément. Mais au même moment, sans prévenir, série de crises pétrolières dans les années 70-80. La crise de 73 est arrivée sans prévenir et a plombé la mode des sportives, la clouant au sol pendant 10 ans. Les marques qui n'ont pas bougé sont mortes et les autres qui se sont adaptées ont survécu en faisant ça. Pendant 10 ans, l'Amérique a renoncé à ce qui la faisait vibrer. Les Américains et leurs voitures étaient devenus rationnels. Je pensais jamais dire cette phrase un jour. Mais même avec ça, l'industrie tout entière y avait laissé des plumes. Les voitures japonaises et européennes envahissaient les concessions grâce à leur simplicité et toutes les marques américaines ont morflé. Ford a fait la Pinto, Chevrolet a oublié comment on faisait des voitures et Chrysler était sur le fil du rasoir au niveau thune. C'est là que revient Lee Iacocca. Il se trouve que Iacocca était à la tête de Chrysler à ce moment. Et il en avait une idée pour redresser la marque. Demander de la thune au gouvernement. Ils ont accepté mais à une condition, arrêtez de chier dans la colle. Iacocca a compris le message et il avait un plan. Déjà, il est allé investir dans des compagnies européennes comme Lamborghini pour étendre son influence tout en maintenant des coûts de production le plus bas possible. Mais ça allait pas être suffisant et Iacocca a alors dévoilé le cœur de son plan. Dans la dernière vidéo sur Ferdinand Piège, que je t'invite à aller regarder d'ailleurs, j'ai parlé de Piège comme le pionnier des bases partagées. J'ai menti, principalement parce que je savais pas que Iacocca en était l'inventeur. Un châssis sur lequel tu colles des panneaux de carrosserie que tu veux pour faire des breaks comme des berlines. Ça a révolutionné l'automobile à échelle mondiale. C'est ultra économique, ça permet de faire des voitures abordables et dans les années 70-80, c'est exactement ce dont l'Amérique a besoin. C'est pas pour rien qu'à peu près toutes les marques de nos jours utilisent cette technique.
Alors oui, c'était des sacrées merdouilles sur roue, mais ça fait passer Chrysler, le héros des années 60, de marque en PLS à nouveau Goliath de l'industrie. Mais pour l'instant, on va s'éloigner un peu de Chrysler et aller en Allemagne. Oui, je sais, tu vois toujours pas le rapport avec la Viper, mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Alors tu te tais, tu prends une chaise et tu écoutes. Dans les années 70, BMW était une marque qui faisait des voitures de vieux, et qui, contrairement à aujourd'hui, avait pas grand chose de sportif. Alors oui, il y avait la 2002, mais de 1, c'était pas non plus le feu intergalactique, et de 2, bah ça s'arrêtait là. Entre en scène Bob Lutz, un américain, ancien pilote d'avion, qui apprécie fortement l'odeur de l'essence et de pneus brûlés, et un sacré mordu de vitesse. Oui, comme l'autre Texan là. Et Lutz, c'était le vice-président des ventes chez BM. Et lui, il en avait marre de faire des voitures pour papy-mamie. Il voulait du sport, et il a lancé BMW dans la course à la vitesse, en faisant la voiture ultime. Une seule lettre, un seul chiffre, M1. C'est Lutz qui a lancé l'iconique M de BMW. J'en parlerai bien plus longtemps, mais j'ai bien compris que t'attendais la Viper et j'ai déjà fait assez de détours comme ça. Lutz est arrivé à la tête de Chrysler après un passage chez Ford, chez qui il a créé, je sais pas moi, la Ford Escort MK3, une icône du groupe B. Et depuis BMW et Ford, il avait compris comment on faisait une voiture qui allait vite. Sauf que chez Chrysler, il faisait pas de voiture qui allait vite. Et Lutz, c'est ça qu'il voulait changer. Il est allé s'adresser à Tom Gale, un ingénieur de chez Chrysler, responsable de la section design, en lui montrant, je sais pas moi, sa Shelby A ses Cobra personnelle. Ça y est, le puzzle se forme, tu commences à comprendre pourquoi je radote depuis le début de la vidéo? Bien, alors on continue. Il a montré à Gale ce que l'Amérique savait faire, et il lui a rappelé le temps où l'Amérique rêvait de dominer le monde avec ses V8, qui pompaient plus de jus de dinosaures qu'un pays du tiers-monde. Et Lutz, sur le parking d'une compagnie qui ne faisait que survivre depuis 15 ans, il a dit « On arrête les merdouilles sur roue, et on fait ça, maintenant ». Si Lutz s'était adressé à Gale, c'est que lui aussi c'était un accro de vitesse, qui avait désespérément besoin de bosser sur quelque chose d'excitant. Sur son temps libre, Gale a commencé à sculpter un modèle en argile, et la Viper commençait à prendre forme. Des lignes fluides et musclées, un profil très bas, et un long nez inspiré de la Jaguar Type E. Et elle était designée pour être conduite sans toit, comme la C-Cobra. Il y avait quelque chose qui appelait Gale vers cette voiture, elle devait être construite. Il a fallu qu'une réunion pour que Lutz donne son feu vert. Alors avec cet aval, Gale s'est mis au boulot et a commencé à monter en secret la Team Viper, chez qui il a notamment amené 3 mecs. Premièrement, François Castin. Castin, c'est un Français bien de chez nous, et qui en bon français aime bien contourner les règles. Ce mec avait pendant longtemps bossé sur les moteurs pour les 24 heures du Mans chez Gordini, puis avait dirigé Renault Sport lors des années 70 pour y faire des Formule 1. Depuis 1980, il s'emmerdait chez Chrysler Trucks, jusqu'à ce que Gale l'appelle dans ses rangs. Ensuite, il a dégoté Dick Winkles, un mec tout droit sorti de la section performance de Dodge, qui faisait, je sais pas moi, des moteurs pour Lamborghini. Et finalement, Roy Sjoberg, un petit nouveau qui avait bossé pour Zora Arkus Duntov, le créateur de la Corvette. Sjoberg était chargé de créer son équipe d'ingénieurs et de mécanos, et parmi les 140 volontaires qu'il avait à sa disposition, il a pris les 21 meilleurs en fonction de leur excellence, de leur degré de folie, mais surtout en fonction de leur niveau d'addiction à la vitesse. Ces ingénieurs sont devenus les piliers de la Team Viper. Mais si le projet avait le malheur de s'ébruiter, il y avait une grande chance que toute l'équipe s'écroule, alors il devait être le plus discret possible. Lutz avait donné 3 règles à son équipe. Ne pas mettre l'équipe en danger de quelque façon. Donc le projet devait rester secret. La Viper doit être prête pour le salon de Détroit de 92, donc ils avaient 3 ans pour concevoir la bête. Budget, 50 millions, pas $1 de plus. À part ça, carte blanche complète. Pas de bureaucrate pour les faire chier, pas de directeur à qui rendre des comptes. Ils étaient libres de faire la voiture qui allait faire sortir l'Amérique de l'ennui dans lequel elle était depuis 1973. Et heureusement que c'était pas le cas, car les dirigeants de Chrysler voulaient pas faire des voitures qui allaient vite, de peur que personne les achète. Lutz devait garder le budget le plus bas possible. C'est commun de voir des voitures de sport dont le budget dépasse le milliard. La Team Viper avait seulement 5% de tout ça, mais ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Le prototype de la Viper, surnommé Felicity, était une base de Corvette, adaptée pour les dimensions de la Viper. Castin avait dégoté des suspensions de Dodge Dakota chez Dodge Trucks, et Winkles allait chercher un V8 Dodge des années 60. La voiture avançait bien, mais pour la sortir, il y avait encore un dernier obstacle. Le Big Boss, Lee Iacocca, le roi des voitures ennuyeuses. Mais c'était quand même le mec responsable de la Mustang et en partie de la C-Cobra. C'était dans son sang, mais enfoui profondément sous 2 décennies de bureaucratie. Mais Lutz avait un atout dans sa manche, un grand passionné d'automobile à qui Iacocca n'a jamais su dire non dans sa carrière, et qui avait toujours trouvé des mots pour le convaincre. Carroll Shelby, en chair et en os. Il avait convaincu Iacocca que l'Amérique s'était perdue et que ça servait à rien de faire une voiture qui était pas fun à conduire. Et que l'automobile américaine, c'était pas ce que Chrysler faisait. Ces mots résonnaient en Iacocca, qui a finalement donné son aval pour le projet. Le monde a enfin pu découvrir le vrai futur de l'automobile américain. En 1989, à l'International Auto Show, Lutz présenta en personne la Viper, une voiture aux lignes musclées qui pourrait tuer n'importe quoi avec sa morsure. Et même avec des suspensions de pick-up et son vieux V8, le public a été conquis.
Tout le monde le disait, la voiture allait être la plus rapide que l'Amérique avait jamais construite. Tous les passionnés se sont rappelés avec l'émotion de l'âge d'or des muscle cars. Tout le monde s'accordait sur un truc, cette voiture était digne de ses ancêtres. Des milliers de fans étaient surexcités par cette nouvelle Viper. Il y en a même qui ont envoyé des chèques prêts à être remplis à Chrysler en les suppliant de les mettre sur la liste des précommandes. Yakoka ne pouvait pas le nier, les Américains voulaient de la Viper. Et c'est pourquoi il a injecté de l'argent et des ressources dans la Team Viper en augmentant ses effectifs. Mais il y avait une chose qu'il fallait faire avant de commencer à bosser sur la version officielle, dégager ce moteur qui tient plus d'une antiquité que d'un V8. Entre en scène Herb Elbig. C'est lui qui a dégagé le V8 et qui l'a remplacé par un truc surprenant. Aujourd'hui, les origines du V10 de la Viper sont encore floues. Certains pensent qu'il vient de Lamborghini, ce qui est complètement faux. En fait, c'était un moteur de camion. On sait pas trop pourquoi ils ont fait ça, c'est sûrement en partie pour économiser du budget, mais c'est ce qui rendait la voiture fichtrement spéciale. Pendant que les Italiens paradaient avec des V12 gigantesques et que les Japonais développaient des petits moteurs aussi énervés Chihuahua grâce au turbo, Dodge a décidé de tracer sa propre route. Et c'est sacrément couillu de leur part. Personne n'utilise un V10 pour une voiture de sport. C'est lourd, c'est déséquilibré au possible, c'est pour les camions les V10. Ils ont sûrement fait ça parce qu'une grande partie des pièces de la Viper venaient de camions et ils se sont dit... Bon, à stade, autant mettre le moteur avec, hein. Ce V10 provenait du nouveau Dodge Ram et avait notamment un truc pour lui, il était fichtrement bien couplé, mais toujours très lourd. Donc ils sont allés voir Lamborghini, qui avait de l'expérience dans l'aluminium, pour en faire un bloc moteur plus léger. Et nous y voilà. Le prototype de la Dodge Viper est enfin sur route. Une muscle car moderne, surprenamment légère, avec quasiment 8 litres de cylindrée, développant plus de 360 chevaux pour un impressionnant 611 Nm de couple. Une boîte de vitesse aux petits oignons adaptée aux conducteurs qui aiment les salades d'embrayage. Alors oui, c'était déséquilibré, c'était rustique et ça faisait un bruit de camion UPS. Mais putain ce que ça allait vite. De la Californie à New York, tous les Américains fans de samplon et de V8 ont vu l'histoire s'écrire devant leurs yeux. Le phénix renaître de ses cendres, la muscle car qui revient pour continuer la noble lignée. Une digne représentante du sport américain qui s'invitait même sur les circuits. En 1991, 2 ans seulement après le premier modèle en argile, Chrysler est sollicité pour fournir une pace car pour l'Indy 500. Leur premier choix aurait été la Chrysler Stealth, un nouveau coupé Chrysler qui était seulement une Mitsubishi GTO rebadgée. Sauf que ça en remettait sérieusement Lutz. Lui, il voulait mettre une vraie Dodge, la Viper. Et à l'Indy 500, menant les IndyCars comme un berger guide ses boutons, la Dodge Viper ouvra fièrement la course. Pilotée par nul autre que Carroll Shelby himself. La Dodge était plus qu'inspirée de la C-Cobra. Elle était bénie du créateur de cette dernière. Elle l'incarnait parfaitement. En un mot, c'était son héritière. En 92, lorsque la Viper a commencé à être commercialisée, c'était le choc pour tout le monde. C'était littéralement un moteur sur 4 roues et c'est tout. Le toit décapotable était fait en toile rudimentaire, il n'y avait pas de poignée de porte, et le seul truc autre que de la mécanique qu'il y avait, c'était une ceinture de sécurité. Mais franchement, ça importait peu. Le V10 rendait la voiture super fun, et c'était un renouveau pour Dodge. Il passait de voitures chiantes à mourir à bêtes de course faites pour bouffer du samplon, de l'huile et accessoirement exterminer la Corvette. Mais il y avait un seul problème, la voiture ne demandait qu'à te buter. Les revues automobiles avertissaient les acheteurs que cette voiture pouvait littéralement être leur dernière. Des rumeurs circulaient comme quoi 30% des Vipers se crachaient sur la route de la concession. Les assurances tremblaient de peur devant cette voiture qui coûtait en moyenne 7 fois plus cher à réparer. Mais Chrysler avait pas grand intérêt à réfuter ces on-dit parce que ça entretenait le mythe de la Viper. La digne héritière, celle qui a changé à jamais la scène auto-américaine. Celle qui a montré aux Américains où ils devaient aller dans le chemin de la vitesse. C'était une voiture pour l'Amérique. Pas faite pour les pavés européens ou les rues étroites japonaises, mais pour l'asphalte de la route 66. C'était la rebelle de l'Ouest qui a montré que parfois, donner des manettes aux passionnés, c'est une bonne idée. Mais malheureusement, Dodge a jamais réussi à égaler sa première performance sur la Viper. Alors oui, il sortait toujours des versions plus puissantes, mais c'était toujours plus lisse, plus sécurisé et moins brut de décoffrage. Mais c'est pas bien grave, voyant tout ce que la Viper a apporté. C'est elle qui a remis les muscle cars sous les projecteurs et qui a reconvaincu l'Amérique qu'aller vite, c'est quand même vachement bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'espace commentaire est là si tu as des remarques ou des choses à ajouter. Pense à t'abonner et à liker. Sur ce, vive l'auto et à bientôt.